Chers amis, nous allons commencer ces chapitres résumant mes conceptions sur le décollement de rétine par une tentative d'explication de la pathogénie des décollements de rétine, rhegmatogènes. J'ai bien dit des décollements de rétine car il existe deux sortes de décollements, les décollements rétinogènes et les décollements vitréogènes. Entre 15 et 20% des décollements rhegmatogènes de première intention, 20% dans ma statistique, surviennent en l'absence de traction vitréenne. C'est pourquoi je les appelle rétinogènes. C'est dans cette catégorie de décollements qu'on retrouve les décollements par trou trophique. Comme on l'a vu dans le chapitre 9 de la playlist sur la chirurgie maculaire, ces trous trophiques, qu'ils soient maculaires ou équatoriaux, sont probablement dus à une ischémie choroïdienne au niveau d'une zone de partage des os. Une petite quantité de liquide, issue d'une lacune vitréenne en regard du trou, bursée prémacularis pour le trou maculaire ou bursée équatoriale de Wurst pour les trous équatoriaux, va s'immiscer progressivement dans le trou et être pompée par l'épithélium pigmentaire. Si la pompe épithéliale n'est pas suffisamment active, comme c'est le cas chez le myophore ou au niveau des dégénérescences palissadiques, le liquide va tout doucement décoller la rétine, et cela sans aucune action vitréenne, si ce n'est une persistance du rôle de tamponnement vitréen. C'est aussi dans cette catégorie qu'on retrouve les décollements par désinsertion rétinienne à l'aura, qu'elles soient post-traumatiques, le plus souvent en nasal supérieur, ou idiopathiques en temporal inférieur. Et qu'il faut bien opposer à la déchirure géante qui, elle, est due à une traction vitréenne. On peut également inclure dans cette catégorie les décollements par fossette colobomateuse de la papille, pour lesquels le vitré ne joue pas grand rôle, si ce n'est, là encore, un rôle de tamponnement. Le fait que dans ces décollements rétinogènes, le vitré continue à tamponner la rétine et qu'il n'y ait qu'une faible quantité de liquide qui s'insinue à travers la déhiscence, explique qu'il s'agisse de décollements à progression lente. Un aspect transparent, microkystique, est évocateur de ces décollements rétinogènes. L'ancienneté du décollement est parfois telle que des néovaisseaux d'origine ischémique peuvent apparaître. Le liquide entre parfois tellement dans la rétine qu'il peut même se produire des kystes intrarétiniens. On dit classiquement qu'il faut plusieurs mois pour que se constitue un kyste. Outre leur côté transparent, pseudoschisique, ces décollements à progression lente sont marqués par des lignes de progression sous-rétinienne montrant les différentes étapes de leur extension. Parfois, lorsque la progression est extrêmement lente, ces lignes de progression, véritables tentatives d'autolimitation du décollement, peuvent suffire à cloisonner le décollement, comme l'auraient fait des impacts de photocoagulation. Dans la grande majorité de ces décollements rétinogènes, il n'y a pas de décollement postérieur du vitré. Cela explique, comme on l'a vu, que le vitré tamponne la rétine et limite la progression du décollement, mais aussi que l'épithélium pigmentaire, stimulé par le RPEGF, ne passe pas dans la cavité vitréenne et que donc, la plupart du temps, l'opérateur ne voit aucun tyndale pigmentaire.
C'est pourquoi, en 1985, j'ai inventé ce stade 0, désignant juste ces décollements sans aucun stade de PVR et même sans tyndale pigmentaire. Reportons-nous maintenant à mon étude sur les décollements de première intention et considérons la répartition au stade de ces décollements rétinogènes. Si l'on regarde comment se distribuent ces décollements rétinogènes, que peut-on voir? Les décollements liés à des trous équatoriaux ne sont pas tous de stade 0. Il y a à peu près 15% de stade A et même 3% de stade CA. Même chose pour les décollements par trou maculaire, même si le nombre de stades A et C1 diminue. Quant au décollement par dialyse à l'aura, un petit nombre se trouve dans les stades A. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'une déhiscence est survenue en l'absence de traction vitréenne qu'un décollement du vitré ne peut pas se produire, soit avant, soit après. Et si l'épithélium pigmentaire ne passe pas à travers la majorité des trous trophiques ou des dialyses, c'est simplement parce que, dans la majorité des cas, le vitré n'est pas décollé et l'empêche de le faire. C'est d'ailleurs dans ces cas-là de décollement rétinogène que l'on peut observer ce que j'appelle des décollements en deux temps, où l'on voit une première zone décollée au voisinage de la déhiscence, ayant une apparence pseudo-schisique, transparente, parfois délimitée par une ligne de progression la séparant d'une zone de décollement plus traditionnelle, le plus souvent située en dessous de la première zone. Pendant assez longtemps, le décollement a été limité et, lors du décollement postérieur du vitré, il s'est brutalement étendu puisqu'il n'était plus tamponné par le vitré. On voit donc tout de suite la complexité des choses, même dans les cas les plus simples, où la déhiscence à l'origine d'un décollement n'est pas engendrée par une traction vitréenne, eh bien il peut quand même se développer une PVR selon que le vitré est décollé ou non. On comprend déjà tout l'intérêt de pouvoir localiser la hyaloïde postérieure. 80% des décollements régmatogènes sont engendrés par des déchirures rétiniennes consécutives à une traction vitréenne lors de la constitution du décollement postérieur du vitré. C'est pourquoi je les appelle vitréogènes. Ces tractions vitréennes se font au niveau d'adhérence vitréo-rétinienne et il y a deux sortes de tractions, dynamique et statique. Tout d'abord, les tractions dynamiques. Elles sont rétrobasales, le plus souvent au voisinage de l'équateur et souvent en relation avec des zones d'amincissement rétinien comme du givre ou des palissades. Vous le savez si vous avez vu le chapitre 9 de ma playlist sur la chirurgie maculaire, j'ai émis l'hypothèse que ces déchirures sont provoquées par une ischémie choroïdienne liée à un problème circulatoire au niveau des zones de partage des eaux choroïdiennes entre les artères ciliaires postérieures courtes et les artères ciliaires antérieures récurrentes. L'ischémie ciliaire entraînerait deux choses. D'abord, un amincissement rétinien, mais aussi une prolifération astrocytaire en réaction à l'hypoxie. Cette prolifération rentrerait dans les fibres de la hyaloïde postérieure, réalisant des adhérences, et lors du décollement postérieur du vitré, la traction sur ces adhérences engendrerait une déchirure de la rétine amincie. C'est pourquoi, lorsque les déchirures sont en rapport avec une palissade, elles se situent sur le bord postérieur de la palissade. Quoi qu'il en soit, la traction vitréenne peut être soit discrète, à peine visible, soit tendue comme une corde insérée sur le clapet de la déchirure.
Elle peut même arracher le clapet de la déchirure, simulant un décollement par trou, mais l'existence du clapet et l'adhérence du vitré autour de la déchirure, mise en évidence par des manœuvres dynamiques, prouvent bien qu'il s'agit d'un décollement par traction vitréenne. Il existe une autre localisation des tractions dynamiques, c'est au niveau des vaisseaux du pôle postérieur, engendrant des déchirures appelées déchirures paravasculaires, ou plus rarement sur le bord de la papille. Cela se voit principalement sur des yeux myopes forts. Les décollements créés par ces déchirures du pôle postérieur sont de mauvais pronostics. Les tractions statiques, elles, sont situées sur la partie postérieure de la base du vitré. Le bord antérieur de la déchirure est fixé par le vitré. Le bord postérieur, lui, est mobile. On le voit bien sur cet exemple, où l'on devine même des fibrilles vitréennes sur le bord antérieur fixé et où le bord postérieur bouge avec les mouvements du globe. Mais quelle que soit la traction, statique ou dynamique, le liquide rétrovitréen va pouvoir entrer par la déchirure et entraîner un décollement avec comme corollaire une stimulation de l'EGFR et donc du RPEGF. L'épithélium pigmentaire va donc proliférer, il va se dédifférencier immédiatement en fibroblastes et en myofibroblastes doués d'un pouvoir contractile et va pouvoir créer des membranes sous-rétiniennes. Mais il va surtout passer par la déchirure pour former un tyndale pigmentaire qui marquera le stade A. Pour continuer à proliférer, les myofibroblastes vont alors pouvoir se fixer sur deux surfaces de collagène vitréen. Tout d'abord, sur la face postérieure du vitré. Et petit à petit, la contraction liée aux myofibroblastes va créer une contraction de la base du vitré. Pour comprendre ce phénomène, vous devez imaginer la galette vitréenne adhérente à la rétine par sa base. La contraction de la galette va éloigner la rétine de l'épithélium pigmentaire au niveau de la base du vitré. Cet éloignement peut être important même pour une très faible contraction. Un exemple, si l'on enlève 1 mètre à une corde de 40 000 km entourant l'équateur de la Terre, cela va la faire rentrer de 16 cm dans la Terre sur tout le pourtour équatorial. C'est pourquoi, lors d'un tout début de contraction de la base du vitré, on va même voir un petit pli rétinien circonférentiel. Et ce petit pli peut se voir même dans des cas apparemment très simples. Mais les myofibroblastes pourront aussi se fixer sur les plaques de hyaloïde postérieures abandonnées sur la rétine par le décollement postérieur du vitré. Nous avons en effet vu dans la playlist sur la macula que ce n'est pas parce qu'il y a un décollement postérieur du vitré qu'il n'y a pas ici ou là des plaques de hyaloïde adhérentes, soit fixées par une prolifération gliale, par une imbrication des astrocytes, soit imbriquées embryologiquement dans les couches internes de la rétine. S'il existe une plaque de hyaloïde juste en arrière de la déchirure, la contraction des fibres hyaloïdiennes adhérentes, sous l'effet des myofibroblastes, va éverser et fixer le bord postérieur de la déchirure et l'on aura les caractéristiques du stade B qui peuvent s'accompagner également, par ailleurs, d'amas de pigments périphériques et notamment en inférieur.
Enfin, que ce soit en arrière de la déchirure ou sur d'autres plaques hyaloïdiennes adhérentes, la formation de membranes contractiles va donner naissance à ces plis rétiniens jusqu'à former des nœuds de PVR caractéristiques du stade C. On comprend tout de suite comment l'ablation péropératoire de ces plaques de hyaloïdes peut avoir un effet préventif de la PVR post-opératoire. Tout paraît simple et clair quand on le dit comme ça, mais en réalité, tout n'est pas aussi simple. Regardons par exemple la répartition au stade selon le type de déchirure, comme on l'a fait pour les décollements rétinogènes. Les petites déchirures en coup d'ongle sur le bord postérieur des palissades ou sur le bord postérieur de la base du vitré, se retrouvent essentiellement dans les stades A, mais on en retrouve également dans 7 à 8% dans les stades 0. Même chose pour les décollements où la plus grosse déchirure est une déchirure de taille moyenne, qui, dans près de 5% des cas, ne sont pas marqués par un tyndale pigmentaire. On peut même trouver dans ce groupe des décollements en 2 temps, comme dans les décollements rétinogènes. Pourquoi l'épithélium pigmentaire ne passe-t-il pas dans le vitré dans certains cas? Je n'ai pas la réponse. Par contre, vous le voyez, dans 25% des cas, dus à des déchirures de moyenne grosseur, le pigment s'est posé sur les plaques hyaloïdiennes, entraînant soit un stade B, soit un stade C. Lorsque le décollement est dû à une grande déchirure, de l'ordre de 1 quadrant, ou une déchirure géante, le taux de stade B augmente considérablement. Enfin, lorsque le décollement est dû à une déchirure paravasculaire du pôle postérieur, le pourcentage de stade C est le double de celui retrouvé en cas de grande déchirure ou de déchirure géante. J'ai essayé d'établir un index de sévérité pour chaque type de déhiscence. Pour cela, j'ai calculé la moyenne d'échecs ou d'injection de silicone que l'on serait en droit d'attendre en fonction de la répartition des stades de rétraction rencontrés pour chacune des déhiscences. On voit ainsi, de façon plus visuelle, que le risque d'échec dans une dialyse à l'aura est pratiquement nul et que le risque d'échec dans une déchirure paravasculaire est du même niveau que celui d'une déchirure géante ou grande, c'est-à-dire 30 fois supérieur à celui de la dialyse. Pourquoi les déchirures paravasculaires produisent-elles un décollement de ce triste pronostic? Pour essayer de comprendre ce qui se passe lors d'un décollement de rétine, j'ai fait en 1987-88 une énorme étude prospective de près de 1000 décollements grâce au laser self-flare-emitter de Kowa. Cet appareil est un instrument qui permet de quantifier objectivement le flare, c'est-à-dire la concentration protéique reflétant la rupture de la barrière hémato-oculaire, et le nombre de cellules inflammatoires, histiocytes ou macrophages, dans la chambre antérieure de l'œil. À l'époque, les patients restaient 6 jours à la clinique après l'opération. Les mesures, 5 par séance, étaient faites la veille de l'opération, les 6 jours suivants et après 3 semaines, lors du contrôle. Ce qui fait un total de 40 000 mesures que j'ai présentées au Club Gonin en 1990. Et personne n'a compris un mot de ce que j'ai dit. Je vais donc essayer d'être plus clair. Tout d'abord, sachez qu'un sujet normal a un taux de flare de l'ordre de 5 et 0 cellules dans la chambre antérieure. Dans un décollement standard, la concentration protéique qui contribue au développement de la PVR est déjà élevée la veille de l'opération
et augmente après l'opération pour atteindre un pic à J3. Les cellules inflammatoires présentes la veille de l'intervention ont tendance à disparaître plus rapidement. Les niveaux de flair et de sel sont plus élevés chez les pseudophaques et en cas d'intervention antérieure, ce qui paraît bien normal. Ils sont également plus élevés en cas d'hypotonie. Voici les courbes de flair selon que la pression est supérieure ou inférieure à 8. Cela confirme que l'hypotonie est de mauvais pronostic. Ils dépendent aussi du niveau de PVR. Voici une série d'IEFAC de première intention avec une pression supérieure à 8. Les décollements de stade 0 ne sont pas augmentés par rapport à la normale. Les décollements de stade A sont au double de la normale et les décollements de stade B et C1 montrent des chiffres 5 fois plus élevés. Si l'on étudie enfin, en fonction du type de déchirure, sur des IEFAC de première intention, avec une pression normale et tous de stade A, on peut vérifier ce que l'on ne comprenait pas il y a quelques instants. Les courbes, lorsque le décollement est associé à une déchirure paravasculaire, même si elle est de petite taille, sont aussi inquiétantes que lorsqu'il existe une déchirure géante. Mais on peut aussi aller plus loin dans l'étude en ne sélectionnant, par exemple, que les FAC à pression normale, de première intention, de stade A, et ne présentant que des petites déchirures. On peut alors comparer 23 cas où une seule petite déchirure décolle un seul cadran, à 20 cas où 4 petites déchirures décollent 2 cadrans. Eh bien, vous voyez que les moyennes de flair et de sel sont différentes. Le laser sel-flair-metteur nous permet donc d'obtenir des courbes corrélées très précisément avec des cas cliniques très spécifiques. Si maintenant, et on arrive à la partie la plus intéressante de l'étude, on compare rétrospectivement les courbes obtenues avec les courbes que l'on aurait pu espérer en fonction des cas cliniques précis, on peut voir que dans 88% des cas, la courbe obtenue est conforme à la courbe espérée. Dans ces cas, le taux de récidive du décollement est autour de 7%. Dans 12% des cas, les niveaux de flair ou de sel sont complètement absurdes, sans aucune raison. C'est le cas de ce FAC de première intention sans hypotonie, de stade A, où la courbe de flair est comparable à celle d'un stade C2. Dans ces cas, le taux de récidive est cette fois de 40% et aucun détail sémiologique ne m'a permis de comprendre pourquoi. Vous voyez donc qu'il y a encore des zones d'ombre. Personnellement, je pense que l'on sous-estime le rôle des attaches vitréennes à la rétine, mais je ne peux pas le prouver. Il faudrait reprendre ces études au laser sel-flair. Comme vous le verrez dans l'arbre stratégique du IVRS RD Study, en fait, tous les cas où statistiquement il est conseillé de ne pas faire une vitrectomie sont très exactement les cas où les taux de flair et de sel ne sont pas élevés. Une prise de mesure systématique la veille de l'intervention pourrait permettre de déterminer de façon précise quels sont les malades pour lesquels il faut prendre le risque de complications de la vitrectomie et quels sont ceux qu'il vaut mieux traiter par indentation. Il y a certainement un joli travail à accomplir dans ce domaine, avis aux amateurs. Dans le prochain chapitre, nous allons aborder les résultats incroyables fournis par le IVRS RD Study.